Bonjour tout le monde, ravi de vous trouver pour ce rendez-vous hebdomadaire avec notre ami et notre cher invité François Martin. François, bonjour. Bonjour mon cher Abdeljalil, c'est toujours un plaisir de se retrouver et de se parler sans tabou, c'est le plus important. Merci beaucoup. En toute Surtout que, liberté réciproque, oui, voilà, c'est ça, c'est l'essentiel. le Surtout plus que important. Même si, vous comme on passez, dit, des fois, il y a les voix qui sont un peu comme discordantes dans les commentaires, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de faire avancer la cause de la réflexion et de l'intelligence. Voilà. c'est Et ça, pour c'est la ça, liberté, voilà, il faut respecter la liberté. exactement. Et commenter, c'est un droit, mais reste dans un cadre aussi de respect. Euh, c'est quelque chose de bien dessiné, bien Absolument. Voilà. déterminé. Donc, François, allons-y. j'aimerais commencer avec vous le décryptage de la situation politique française, surtout la Oui, situation politique au niveau international. J'aimerais bien commencer avec la situation politique française. Emmanuel Macron n'a pas voulu nommer un nouveau Premier ministre. Il a oui, accepté la démission de Gabriel Attal la veille de l'élection, de président de l'Assemblée. Il y avait des accusations de manœuvre, de mauvaise foi politique. Bon, on bien sûr. a vu la même personne qui a dirigé l'Assemblée, qui a suscité beaucoup de critiques et qui est accusé aussi de complicité avec, dans ce cadre du génocide israélien contre la population palestinienne, puisqu'il l'a déclaré à plusieurs fois qu'Israël a le droit total de riposter, revenger, et voilà la revanche depuis 9 mois, des nourrissons, des enfants, des bébés, des femmes massacrées, violées, décapitées, etc. Voilà. Et, et, et puis, Emmanuel Macron a insisté que la nomination de Premier ministre doit être juste après les Jeux olympiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que se tourne dans la tête du président Emmanuel Macron? Ben, qu'est-ce qui tourne dans la tête d'Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'il ne le sait pas lui-même. Encore une fois, je voudrais reprendre un peu disons, le mouvement général des choses, parce que si on fait que de la politique politicienne, on ne comprend pas. Il y a un mouvement général des choses qui est très bien décrit et qui dit qu'il n'y a pas trois groupes qui se font face, il y en a deux. Il y a en gros les classes populaires, ce qu'il appelle je ne sais plus comment, le nom de son premier livre, là, qui était très célèbre, et puis les classes bourgeoises, en fait, et les classes dirigeantes. Et en fait, on est aujourd'hui véritablement dans une révolte existentielle des peuples, une révolte existentielle des peuples, c'est ce qu'il dit, ce qu'il appelle les Français ou les gens ordinaires, voilà. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer tout ce qui s'est passé depuis l'élection européenne. Alors, le journaliste lui dit, mais si vous regardez les choses, aujourd'hui, le Rassemblement national qui, encore une fois, je ne dis pas que je valide la politique qui est prévue par le Front National, parce que pour moi, elle n'est pas gaulliste. Elle n'est pas gaulliste parce qu'elle ne prône pas l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'euro. Donc, pour moi, elle n'est pas gaulliste. Mais elle représente aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un espoir des peuples pour se débarrasser du régime mondialiste d'Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. Et quand on fait de la politique dans les périodes comme ça, il faut savoir utiliser les mouvements des périodes pour arriver à ses fins. Donc, c'est pour ça que moi, je défends aujourd'hui, bien que je ne sois pas, fasse pas partie du Rassemblement national, je défends le fait que le Rassemblement national ait un recours pour faire tomber le régime d'Emmanuel Macron, ce qui me semblait le préalable à
tout ce qui doit être fait. Donc, le journaliste dit à Christophe Guilluy, mais vous voyez, le mouvement des peuples dont vous parlez, il n'a pas réussi puisque le Rassemblement national qui est censé le représenter n'est pas devenu majoritaire. Et Guilluy répond une chose qui est très intéressante, il dit, vous confondez deux choses, vous confondez les mouvements socioculturels et les mouvements politiques. Et la primauté, c'est le mouvement socioculturel. Et il dit, les mouvements socioculturels sont irréversibles, irréversibles. Encore une fois, je fais le même parallèle avec aujourd'hui ce qui se passe en Afrique. Je pense que les peuples africains ne veulent plus être dirigés par des groupes et des politiques mondialistes. Ils veulent reprendre en main leur propre destin et c'est ce qu'ils sont en train de faire petit à petit. Et en France, c'est pareil. Donc, moi, je dis qu'il faut lire ça dans ce cadre-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, tous les tripatouillages qui ont été faits, qui ont scandalisé non seulement un certain nombre d'intellectuels, mais également beaucoup d'électeurs qui ont parfaitement compris que ce régime est complètement aux abois et qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de gagner quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, ce sont des tripatouillages qui le discréditent. Encore une fois, avant les victoires politiques, il y a une victoire qui compte beaucoup plus, et on en reparlera après quand on parlera de Gaza, c'est la victoire morale. C'est ça qui compte. Si vous êtes discrédité moralement, même si vous avez encore gagné politiquement, ça veut dire qu'à terme, vous êtes fichu. C'est ce qui s'est passé quand j'allais en Pologne en 1980-81. J'ai assisté à l'époque, c'était à l'époque où il y avait les grandes grèves de Gdansk. Tout le monde savait que le régime soviétique de l'époque polonais était fichu parce qu'il était totalement discrédité. Tout le monde savait qu'il mentait, qu'il était impuissant, etc. Et malgré tout, ça a mis encore 8 ans ou 9 ans à tomber. Donc, les mouvements sociologiques sont des mouvements lents, mais ce sont des mouvements irréversibles. Donc, c'est ça que je voudrais d'abord réaffirmer pour faire comprendre dans quel contexte je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Alors, évidemment, dans un système comme ça, la presse française est soviétoïde. Elle est collée au pouvoir et elle dit ce que le pouvoir lui dit. Alors, il y a d'abord plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on donne une importance absolument énorme au nouveau Front populaire, alors que le nouveau Front populaire, c'est encore une fois un mélange de partis et de gens qui se détestent entre eux, qui sont incapables de travailler au-delà d'être mis tous sur une affiche. Il y a des socialistes qui sont des pro-sionistes d'une façon générale, et il y a Mélenchon qui est pro-palestinien. Alors, j'ai critiqué beaucoup Mélenchon la dernière fois lors de mon dernière intervention. Je le critique toujours parce que je pense et je reste persuadé que c'est un révolutionnaire dans sa tête et que en fait, ce qu'il cherche, c'est à désorganiser les choses en espérant prendre le pouvoir. Je ne dis pas que je pense qu'il y arrivera, parce que je pense qu'il n'y arrivera pas, et je m'expliquerai là-dessus, mais je lui reconnais cependant le mérite d'avoir fait ce que l'État, en tout état de cause, devrait faire, c'est-à-dire d'apporter une réponse équilibrée à la question israélo-palestinienne. Voilà. Parce que s'il n'était pas là, personne ne défendrait la cause palestinienne. Et je lui reconnais ce mérite. Mais pour moi, c'est un débat qui devrait avoir lieu en politique étrangère. Et il est importé en politique française parce que l'État, encore une fois, n'est pas gaulien et que dans un État gaulien, on sait faire la différence entre les questions françaises où ce sont des problématiques françaises. La question de la Palestine n'est pas une question française, c'est une question de politique étrangère, et les questions de politique étrangère dans lesquelles il faut avoir une attitude, une diplomatie qui est juste. Alors, une fois avoir dit ça, Macron, évidemment, il a perdu l'élection puisque son objectif, c'était d'organiser la pagaille en espérant que tout le monde aurait tellement peur qu'on se dirait Macron
sauve-nous, viens, et qu'il aurait renforcé ses positions. Donc, évidemment, c'est le grand perdant dans cette affaire. Je ne sais pas qui est-ce qui dit qu'il a gagné ou qu'il a sauvé ou qu'il se débrouille très bien, etc. Il est le grand perdant dans cette affaire. Il a perdu combien? La moitié de ses troupes, alors que le Front National en a gagné 40 ou 50. Donc, c'est le grand perdant. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il donne le change. Donc, en vérité, il ne sait pas quoi faire. Donc, il dit, attendez, mettez-vous d'accord, et puis moi, ensuite, j'arbitrerai, etc. Mais c'est de la posture, c'est du cinéma. En fait, il habille le vide. Il habille le vide politique de son impuissance. C'est ça qu'il fait. Il habille le vide politique de son impuissance. Il ne fait pas autre chose que ça. Donc, il accepte la démission du gouvernement et puis après, il dit ah oui, mais il continue à organiser les affaires courantes. Il dit on va voir les choses après. Ben, si on va voir les choses après, pourquoi est-ce qu'on a démissionné l'Assemblée avant? Il valait mieux attendre les Jeux plutôt que d'avoir aujourd'hui une situation qui est, je dirais, politiquement catastrophique. Aujourd'hui, la France n'a plus de pouvoir puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Le gouvernement était démissionné, donc il n'y a plus de gouvernement. En fait, on a une espèce d'image de gouvernement parce qu'il faut bien habiller les choses. Et il s'est dit, bon, personne ne nous cassera les pieds. Et puis on va donner le change pendant les élections, et puis après les élections, on réglera le problème, mais on réglera rien du tout. La France insoumise va dire, eh ben, écoutez, nous, on est vainqueurs, donc on veut nommer le Premier ministre, les socialistes vont dire, on veut pas, les républicains vont faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on est dans l'opposition, mais on négocie quand même avec le gouvernement et avec Macron. Et le Rassemblement national, comme je l'ai déjà dit, est pour le moment préservé, puisqu'ils sont sur le bord des gradins en train de regarder les autres qui se battent. Et aujourd'hui, leur crédit politique et leur crédit moral ne cessent d'augmenter au fur et à mesure de la situation dont ils ne peuvent pas être rendus responsables. Et ils se préparent à ce qu'il y ait éventuellement une élection présidentielle où ils auront plus de chances. Alors, plus de chances, ça ne veut pas dire qu'ils gagneront, ça j'en sais rien, ça dépendra de comment ils se débrouillent, parce qu'on peut avoir un crédit moral important et puis être incapable de le mettre en œuvre, donc ça je ne sais pas, mais pour moi, l'essentiel, c'est que le régime de Macron disparaisse. Et ce que je souhaite, et ce que j'espère, et ce que je pense possible, c'est qu'au fur et à mesure que la pression va augmenter, on va finir par dire la vérité dans tous ces journaux, c'est que le roi est nu. Le roi est totalement nu, il n'a pas de pouvoir, il fait semblant, il essaye de donner le change, etc. Et que le responsable de la situation actuelle, en dernier ressort, c'est Macron. Donc, c'est Macron qui doit partir. C'est la seule façon pour moi de résoudre la question d'aujourd'hui. Parce que quel que soit le Premier ministre qui sera nommé, il sera extrêmement fragile parce qu'il sera soutenu du bout des lèvres par les uns ou les autres dans le cadre d'une coalition qui ne tiendra pas du tout. Et puis, il faudra voter le budget 2025, qui est le véritable problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va ouvrir les robinets ou est-ce qu'on va fermer les robinets? Si on ferme les robinets, comme probablement on va le faire, à ce moment-là, il y a tout un tas de classes populaires ou de groupes de pression diverses et variées, plutôt de gauche, qui vont sortir dans la rue en disant on n'en veut pas. Et puis, si on ouvre les robinets, c'est les instances internationales qui vont nous tomber dessus et qui vont nous mettre sous tutelle. Donc, on est coincé, complètement coincé. Et celui qui a créé cette situation, c'est Macron. Donc, tant qu'on dit, alors attendez, le Premier ministre, le ci, le ça, on fait de la discutaille, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment le cheval va sauter la haie qui fait 2,50 m de haut avec un cavalier qu'on a été chercher comme ça et qui est même pas un professionnel. C'est ça le problème qui est devant nous. Et alors, je termine sur deux réflexions. La première, c'est je crois certainement à la stratégie qui est menée aujourd'hui par Mélenchon. J'enlève ses convictions de politique internationale
pour l'instant, et sa stratégie, qui est une stratégie de mise en place du chaos, conforme à ces modèles qui sont, je rappelle, Chavez et Castro, je pense que ça ne marchera pas, parce que je pense que les Français sont fondamentalement pas des révolutionnaires. La Révolution française n'a pas été faite par le peuple, elle a été faite par les bourgeoisies, et essentiellement les bourgeoisies parisiennes. Je pourrais le démontrer, mais c'est pas par le peuple. Le peuple, en fait, en France, est un peuple extrêmement sage. Moi, je suis allé au cœur de l'été, au mois de juillet, faire une université d'été dans la région de la Creuse, etc. C'est impeccable. Les gens n'ont pas d'argent, ils sont taxés de tous les côtés, mais c'est tenu, c'est nickel, c'est impeccable. Alors que quand tu vas dans la région parisienne, ils ne coupent même pas les herbes, Paris est dans un état épouvantable, etc. Mais les Français se tiennent bien, les Français sont très calmes, et les Français vont attendre. Et tout le monde va s'agiter, Mélenchon va s'agiter, les Républicains vont s'agiter, Macron va s'agiter, tout le monde va s'agiter, puis quand on verra au bout du compte qu'on ne peut rien faire, ben, ils vont finir par se retourner en disant, ben, Macron, écoute, c'est toi le fautif là-dedans, donc on va finir par y arriver à ça. Mais pour ça, il faut garder son sang-froid. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, et je constate que le peuple de France, tu vois les écologistes, tu vois les méga-bassines, tu vois la CGT, tu vois les gamins de banlieue, tu vois tout le monde qui bouge, etc., qui essaye de foutre la pagaille, mais les Français, globalement, ne bougent pas. Et c'est ça, moi, qui m'inspire confiance. C'est, je dirais, l'élégance morale, je dirais, des Français qui attendent patiemment que cette période se solde, et elle ne se soldera que par le départ de Macron. Alors, ça prendra 2 mois, 3 mois, 6 mois, non, mais c'est inéluctable. Et à un moment donné, on verra. Si Marine Le Pen est capable de gouverner, qu'elle convainc les Français, ben elle convaincra les Français, puis ça sera la démocratie qui jouera le jeu, c'est tout. Et puis si c'est pas elle, ça sera un autre, ça sera Wauquiez, ça sera je sais pas, ou ça sera un clone de Macron si les Français sont assez bêtes pour réélire un clone de Macron, c'est ce qu'ils feront. Mais si tu veux, le processus démocratique… Il y a beaucoup de clowns macronistes. Pardon. Il y a beaucoup de clowns macronistes, la présidente, oui, on a quelques-uns, de l'Assemblée. Mais c'est un régime, ça, c'est un régime. Le régime, c'est Mitterrand qui a mis un régime en place dans lequel, encore une fois, il s'est servi de l'instrumentalisation. Il a cherché à un moment donné pour faire pièce, je rappelle un peu l'histoire, pour faire pièce aux communistes, il a voulu un peuple, si tu veux, de substitution. Et il s'est servi des populations immigrées à l'époque de Touche pas à mon pote, etc., pour exacerber la haine réciproque et la fracture sociale entre ces populations et les populations patriotes, parce que ça lui a permis de faire considérer les patriotes comme des fascistes, des nazis, etc. Alors que dans aucun pays, quand on lève son drapeau et qu'on dit « Vive mon pays », on vous considère comme quelqu'un de toxique, de nazi ou de fasciste. Enfin, quand un Malien soulève le drapeau malien en disant « Je suis fier d'être malien », il a raison. Donc, pourquoi ostraciser ces gens-là? Donc, il a créé une situation de fait qui est grave et qui perdure depuis 40 ans. C'est Mitterrand, le mauvais génie, qui a mis en place cette situation. Et ce régime est arrivé à son terme aujourd'hui. Il est en train de tomber. Il est en train de tomber pour une raison particulière, à mon avis, c'est que comme ce régime cherche à survaloriser un certain nombre de populations qui sont des populations d'origine étrangère et qui sont, à mon avis, dans cette affaire manipulées, il y a un point qui n'a pas osé véritablement attaquer, aussi pour faire plaisir à sa gauche, c'est la question de la sécurité. Or, ceux qui font la balance entre l'un et l'autre, ce sont les classes bourgeoises, parce qu'on leur fait peur en leur disant « Écoutez, ça va être la guerre civile, si vous mettez au pouvoir les patriotes, ça sera la guerre civile contre les immigrés, etc. etc. » Donc, ou les descendants d'immigrés, pour être plus clair. Donc, restez avec nous. Et les populations
de l'Ouest parisien sont terrorisées. Dès qu'il y a un type de droite qui sort, elles disent c'est bien, merci, merci, que ça soit Zemmour ou un autre, ou De Villiers à l'époque, etc. Et au bout du compte, elles votent pour Macron. Ou pour, voilà, parce qu'elles ont peur. Donc, et on joue là-dessus depuis. Mais en refusant de traiter véritablement la question de la sécurité, en fait, aujourd'hui, les classes bourgeoises ont plus peur de l'immobilisme que du changement. Donc, comme à tort ou à raison, encore une fois, le Rassemblement national a réussi à se poser comme le chantre de la sécurité, peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas, mais c'est l'image qui s'est donnée. Donc aujourd'hui, une partie des classes bourgeoises se dit, ben, finalement, malgré ce qu'on dit de nazis, de ci, de ça, allons vers ces gens-là, parce qu'ils nous protégeront contre le risque d'insécurité qui est la terreur des bourgeois d'une façon générale, plus que le gouvernement actuel où Darmanin dit un côté oui, un côté non, après Paty fait une loi, puis après il l'applique pas, etc., etc. Donc je pense que c'est ça qui est en train de bouger, mais Macron là-dedans, il habille le vide, c'est ça Macron aujourd'hui, voilà ce que je pense. C'est que notre deuxième point d'analyse supplémentaire concernant les Jeux olympiques. Jeux olympiques caractérisés par l'exclusion de la Russie, soi-disant Vladimir Poutine en train de commettre des crimes de guerre. Vladimir Poutine qualifie de criminel de guerre son mandat d'arrestation internationale. Vladimir Poutine n'a pas respecté la trêve olympique. Même les journalistes et les diplomates russes ont été refoulés et en même temps, on accepte Israël. État génocidaire, État d'apartheid, même d'après les Nations Unies, État d'apartheid, État de colonisation, on reçoit Isaac Herzog, le président israélien, impliqué dans ce génocide, puisqu'il a qualifié les enfants, les nourrissons, les bébés, j'insiste toujours, les femmes violées, les malades massacrés, etc., comme des complices. Des complices. On reçoit Israël, on fait la protection pour Israël. Depuis 2 ans, on a appelé au boycott du Coupe du Monde de Qatar 2022, soi-disant Qatar ne respecte pas les droits de l'homme, etc., etc. Et voilà, on met le tapis rouge pour Israël, pour normaliser avec le génocide, pour récompenser les crimes contre l'humanité. Et on exclut le risque, etc. On met le tapis rouge à l'Ukraine, etc. On oublie même les Ukrainiens sont impliqués dans des crimes de guerre aussi, dans des crimes contre l'humanité, à Donbass, etc. Comment vous voyez la situation? Est-ce que vous voyez que ces crimes, je m'excuse, ces Jeux olympiques sont légitimes? Alors, ce n'est pas la question, à mon avis, de la légitimité des Jeux olympiques, c'est l'attitude essentiellement. Alors, oui et non, je vais corriger un peu ce que je dis. Mais si tu veux déjà, si les Jeux olympiques acceptent Israël, c'est parce que la France, à aucun moment, n'a dit c'est inacceptable. Alors, il y a, et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, quand tu as dans un pays une vacance de pouvoir, ça veut dire que à ce moment-là, personne ne dirige en fait. Personne ne dirige. Donc c'est comme un bateau qui va au fil de l'eau, sans gouvernail, sans rien du tout. C'est ce qui se passe. C'est le pire. C'est pour ça que je dis que le problème, il faut d'abord régler le problème de ce régime et le problème de Macron, parce que c'est un régime qui n'a pas de direction et pas de politique et qui n'a plus de chef. Donc, c'est ce qu'il y a de pire.
Donc, il était incapable d'avoir une ligne disant moi, je veux pas de la pression d'Israël sur la politique française et je veux pas non plus de la pression pro-palestinienne sur la politique française. Moi, je veux la justice. La justice, c'est la solution à 2 États et la paix et l'arrêt des combats, etc. Et en attendant, ceux qui bombardent et qui ont jeté depuis 9 mois l'équivalent de 5 bombes d'Hiroshima sur Gaza ne sont pas acceptables. Alors, il aurait dit ça, il est probable que le comité olympique international aurait probablement eu une autre attitude moins lâche que celle qu'ils ont aujourd'hui. Alors, une fois que ça, c'est le volet français, ensuite le volet international, on sait très bien que aussi bien les comités internationaux que la droite américaine, et on va en parler, je pense, à propos de Trump et à propos également de cette visite de Netanyahou et de cette espèce de discours du Congrès que j'ai écouté, qui était absolument, totalement surréaliste. On sait très bien que si les choses sont en train de changer petit à petit, il n'en reste pas moins que beaucoup de ces institutions sont noyautées par les associations israéliennes qui les financent, qui sont ou israélites ou sionistes, plutôt sionistes, je dirais plutôt ça, depuis longtemps, et qui sont très difficiles à dégager. Donc il y a les deux aspects, à mon avis. Il y a l'aspect des autorités internationales qui auraient certainement pas dû autoriser, enfin il y a 2 poids 2 mesures, là aussi qui choque beaucoup de monde et que tout le monde remarque. Et ça, encore une fois, quand on dit que le plus important, c'est le plan moral, Israël se discrédite sur le plan moral sans arrêt, de plus en plus. Et puis l'autre, c'est le côté français qui vient, à mon avis, d'une vacance du pouvoir et du fait que le pouvoir français est aujourd'hui un bateau ivre, et ça, c'est très grave. C'est très, très grave, très, 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 très grave. Parce que je rappelle que nous avons en même temps, en ce moment, une guerre civile au sein de l'un de nos territoires d'outre-mer. Alors, rappelle-toi ce qui s'est passé au moment de la guerre d'Algérie et au moment de la 4e République, qui était un pouvoir faible. Donc aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais si demain, il y a 50 morts caldoches qui sont assassinés par des groupes financés par la Chine, etc., qu'est-ce qui va se passer? Le régime va tomber. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur, il n'y a même pas de président, il n'y a rien du tout. Comment un grand pays peut être dirigé de cette façon-là s'il a une partie de son territoire, que ce soit à Mayotte ou que ce soit en Nouvelle-Calédonie, dans un tel état de gravité sociale? C'est très dangereux ce qui se passe en ce moment. C'est très dangereux. Et ce que tu dis d'Israël, c'est une conséquence de ça. La vacance de pouvoir est toujours ce qu'il y a de pire. Il n'y a qu'à voir dans une famille, si le père de famille n'a pas d'autorité ou si la mère de famille n'a pas d'autorité, eh ben, les enfants se battent, tout est possible. Donc, c'est pareil, un pays, c'est pareil. Il faut une autorité, il faut une verticalité du pouvoir, et aujourd'hui, il n'y en a pas. Voilà. Merci. Voilà. On arrive. Les États-Unis, on va parler des États-Unis aussi, je pense. Oui, on arrive à cette visite de Premier ministre Benjamin Netanyahu aux États-Unis le 24. J'aimerais avoir votre lecture avec tant de mensonges, de reconstration, d'abstention aussi, de mobilisation de la rue pro-palestinien, des déclarations différentes. Les pro-Trump, toujours dans cette logique de pro-sionisme, les démocrates en train de modifier le temps avec Benjamin Netanyahu en l'appelant à négocier, à protéger les vies des civils, etc. Mais j'aimerais savoir votre point de vue concernant les déclarations de Benjamin Netanyahu. Lorsqu'il déclare que Arafat n'a pas l'armée le plus morale
première démocratie de la région n'ont pas massacré même une personne. Ils n'ont pas massacré même une personne qui a épargné la vie des civils. Ils n'ont liquidé que des terroristes. En plus de ça, j'aimerais savoir votre point de vue concernant la qualification des opposants à cette visite, des militants pro-palestiniens, lorsque Benjamin Netanyahu a qualifié ces personnes comme un instrument entre les mains de l'Iran, comme maintenant on vient d'apprendre que les services de renseignement israéliens viennent d'avertir la direction des renseignements françaises qu'il y a une éventualité d'une attaque terroriste orchestrée par l'Iran durant les Jeux olympiques. Trop de mensonges, d'orchestration, de propagande, etc. Comment vous avez vu cette visite qualifiée de fiasco, même par des Israéliens, même par des politiciens israéliens proches de Benjamin Netanyahu? Bien sûr, bien sûr. Alors, premièrement, je ne m'attache pas une seconde à ce que dit Netanyahou, puisqu'il est considéré, il est parfaitement connu, Chirac l'a dit, Trump l'a dit, comme le plus grand menteur que la Terre ait jamais porté. Donc, dès qu'il dit un mot, ça veut dire le contraire. Donc, il ment comme un arracheur de dents. Donc, ce n'est pas les mots qu'il a prononcés en ce qui concerne le fait qu'ils n'ont tué que des terroristes, etc. Alors, il dit que les bébés ont été brûlés vivent dans le four, etc., alors que tout le monde sait que l'attaque du 7 octobre, la moitié des gens qui ont été tués l'ont été par enfin des non-soldats, c'est-à-dire environ 600 personnes, par les hélicoptères israéliens et les chars israéliens qui ont tiré dans les kibboutz et dans les murs des maisons, selon la doctrine Hannibal, qui consiste à dire qu'un otage vivant, c'est un problème et qu'un otage mort, c'est un héros. Donc, dans ce doute, on tire sur tout ce qui bouge. Donc, on le sait, tout ça, on le sait parfaitement. On sait que le viol de masse, c'est bidon. C'est un article du New York Times qui a falsifié. Il n'y a aucun rapport qui prouve les viols de masse. On sait que, bon, enfin, on ne revient pas là-dessus, mais il refait encore le cinéma autour de ça. Mais si tu veux, ce qui est grave pour moi, ce qui est très grave par rapport à la suite, c'est la mise en scène du Congrès où on fait se lever. C'est du théâtre. À chaque phrase, tout le monde se lève, on applaudit. Enfin, c'est tellement forcé que je pense que les États-Unis, en tant que démocratie, se sont discrédités aux yeux du monde entier. Enfin, on aurait cru une séance du parti soviétique. Enfin, voilà. Le dirigeant parle et tout le monde se lève, applaudit, on se rassied. Après, il dit bonjour, tout le monde se lève et tout le monde applaudit. Enfin, et en plus, c'est même pas un dirigeant américain qui parle, c'est un dirigeant étranger, en l'occurrence Netanyahou, et on a fait venir dedans les filles qui étaient otages, le père dont le fils a été tué, celui qui a perdu le bras, celui qui a perdu la jambe, etc. Et on te fait défiler tout ça. C'est une pièce de théâtre. Et ce qui est grave, pour moi, très grave, c'est que le pouvoir américain ait accepté de rentrer dans ce genre de simulacre, de simagrée, et que ça soit en grande partie précisément les républicains qui l'aient fait. Donc, si tu veux, moi, globalement, je crois que l'avoir suffisamment dit, pour moi, l'ennemi de la France et l'ennemi du monde aujourd'hui, c'est le système mondialiste américain. Et c'est incarné par les démocrates. Donc, pour moi, les démocrates, c'est ceux qu'il faut dégager en premier. Je vois que Kamala Harris commence à sa campagne en faisant une émission avec des drag queens. Alors, on commence ça. Donc, le plus important au monde que les États-Unis ont dit à dire au monde, c'est vive les drag queens. C'est ça qui est le plus important. Alors, je suis désolé, mais moi, j'en veux pas. Je veux pas ça ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. Je veux pas du wokisme. Je veux pas qu'on me dise que mon fils est une fille et que ma fille est un garçon. Jamais.
La famille, c'est le cœur de la raison pour laquelle je vis, et tous ceux qui attaquent la famille, pour moi, ce sont des ennemis irréductibles. Donc c'est ça, c'est ceux-là qui doivent dégager en premier. Mais quand je vois ceux, et je pense que Trump a des très bonnes chances de passer, parce que véritablement, il a saisi d'abord les conditions dont a été faites, on va en dire quelques mots, cet attentat, elles sont folles. Enfin, on est en train de nous vendre là aussi dans les médias soviétoïdes le fait que les 6 services de sécurité ont été maladroits et non professionnels, mais c'est pas du tout vrai. Le responsable de la commission d'enquête du Sénat qui enquête sur cette affaire a dit qu'il voyait le type sur le toit depuis 17h15 et il a tiré à 18h15, c'est-à-dire c'est pas pendant 3 minutes qu'on l'a vu, c'est pendant 1 heure. Donc les services de sécurité l'ont vu pendant 1 heure et il a eu le temps de tirer 7 balles avant d'être abattu, et il a été abattu sans l'autorisation du service de sécurité parce que le sniper qui l'a tiré a demandé pendant 3 minutes, et je pense qu'il a demandé pendant plus longtemps, parce que puisqu'on le voyait depuis 1 heure, plus de 3 minutes, le droit de tirer sur le type dont on voyait qu'il était armé avec son fusil, etc., couché sur le toit, etc., et il n'a jamais obtenu l'accord de tir. Il a fini par tirer alors qu'il n'avait pas l'accord de tir, tuer le type, et il a été viré du service de sécurité parce qu'il n'a pas obéi aux ordres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, ce n'est pas le signe d'une maladresse des systèmes de sécurité. C'est dû au fait que, d'ailleurs, Victoria Nuland, qui est une égérie des néoconservateurs, avait dit quelques semaines avant que Trump allait avoir une mauvaise surprise. Donc, je pense que tout le monde s'attendait plus ou moins à ce que Trump ait un attentat. Ça ne veut pas dire que ça a été fomenté par les services de sécurité, mais ils savaient des choses. Parce que ça a été dit ici ou là qu'il y avait des gens qui préparaient des choses et ils n'ont rien fait. Et ils ont laissé faire les choses en se disant, finalement, s'il a un destin à la Kennedy, ça nous arrange. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a laissé Biden, parce qu'ils savaient très bien, Biden n'est pas Kakoshim depuis 6 mois, c'est pas vrai. Je me souviens qu'au moment de son élection précédente, donc il y a 4 ans, à un moment donné, il passe devant un Marine et il dit « Salut le Marine ». Et on s'est demandé pourquoi il dit « Salut le Marine » alors qu'il salue le Marine. Et il dit « Salut le Marine » parce que dans son oreillette, on lui a dit « Salut le Marine ». Et au lieu de saluer le Marine, il a répété ce qu'on lui a dit dans l'oreillette. Oui, oui. Salut le Marine. Oui. Et ça, c'est il y a 4 ans. Donc, on a monté un cinéma autour de Biden en disant attends, ça fait long, ça s'est dégradé récemment, mais c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a tout un système de mensonges autour de ça qui est très grave. C'est une grâce de la providence pour moi que Trump n'ait pas été tué. Ça s'est passé à 1 centimètre près, sinon il l'aurait pris dans la tête. Donc Trump a des chances de revenir à une politique américaine de politique étrangère beaucoup plus sage, de casser la CIA, le département de justice, de faire accuser la famille Biden, tous les corrompus qui sont là-dedans. C'est pour ça qu'ils ont tellement peur de lui, parce qu'il va prendre le balai, et il va nettoyer là-dedans comme il sait faire avec pas mal d'énergie. Mais le problème pour moi, ce sont derrière comment est-ce qu'il va faire en politique étrangère. Bon, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va arrêter très vite Poutine. Il va lui dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Poutine va dire, moi, je veux ça, c'est ce que j'ai déjà intégré, c'est à moi. Et le reste, promettez-moi de démilitariser l'Ukraine et puis on arrête la guerre. Et il va dire oui. Et puis ça va être fini très vite. Par contre, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Gaza? C'est ça mon inquiétude. Moi, ce que j'espère, c'est que le vice-président… Parce que, je m'excuse, François, j'ai le pressentiment comme quoi vous êtes en train de présenter Trump comme la solution idéale, le rénovateur, Finis ta question. En oubliant que ce monsieur est un raciste, est un fasciste.
qui cherche d'abord l'intérêt des États-Unis au dépend de l'intérêt humain, international, etc. C'est un pro-sioniste. Il a obligé les pays arabes, les marionnettes comme l'Émirat, Mohammed Ben Zayed, le Maroc, etc., d'accepter la normalisation. Il a diabolisé l'Iran, il a exposé la scène internationale à une menace de confrontation nucléaire avec l'Iran. C'est un président marionnette entre les mains de lobby sioniste, l'AIPAC, etc. On oublie ça, c'est un islamophobe qui a beaucoup de mépris vers l'autre, surtout le sud-américain, etc. Il ne faut jamais oublier les enfants écrasés entre les pieds des cavaliers gendarmes américains, les enfants vénézuéliens, colombiens, cubains, etc. Il ne faut jamais oublier ça. Ce monsieur n'est pas c'est pas Alors, le père de la démocratie. Peut-être il donne quelque chose que vous défendez, l'identité masculine, etc., le respect, etc. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais essayer de répondre. Pour moi, le véritable danger aujourd'hui, c'est le mondialisme. S'il y a la guerre en Ukraine, c'est à cause du mondialisme. S'il y a cette pression, si un jour il y a une guerre mondiale, c'est le mondialisme américain qui est né après Reagan, après Bush fils, avec les néoconservateurs. J'en parle aujourd'hui largement dans mon livre qui va sortir en septembre. Leur principe, c'est la bénévolente globale hégémonie, c'est-à-dire l'hégémonie globale bienfaisante. C'est-à-dire pour eux, mettre la terre entière sous leurs pieds, c'est une hégémonie globale bienfaisante. Ça, c'est les démocrates. Moi, je ne veux pas de ça à aucun prix. Alors, celui qui est susceptible de m'aider à débarrasser les États-Unis et le monde de cette idéologie épouvantable, c'est Trump. Alors, je ne dis pas, et j'ai jamais dit, que Trump était la solution idéale. Tu as prononcé le mot idéal. Moi, je n'ai pas prononcé le mot idéal. Je n'ai pas dit que c'était une solution idéale, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui doit débarrasser les États-Unis de cette philosophie de la globale hégémonie, bénévolente globale hégémonie, le droit à la guerre préventive, etc., etc., la doctrine Wolfowitz, etc., etc., c'est Trump a la capacité de le faire et pour moi, c'est bien. Par ailleurs, si tu observes la façon dont il a fait sa première quand il a été président la première fois, il a fait des bonnes choses, et y compris celui qui a véritablement redonné du pouvoir d'achat aux populations pauvres et en particulier aux populations noires. Si tu regardes son programme, c'est Trump. Il a fait passer les programmes de réhabilitation de Noirs qui étaient en prison, etc. Il n'est pas aussi négatif que ce qu'on veut lui faire dire. Alors, ceci étant dit, il est soutenu, je pense, pas tant par l'AIPAC que qui sont puissants sur le plan de l'argent, mais qui ne sont pas très nombreux. Et le problème pour moi, c'est qu'il y a derrière lui les évangélistes. Et les évangélistes, ils sont 50 millions d'électeurs. Donc, c'est beaucoup. Et ça, pour moi, c'est le problème. Mais ce n'est pas, encore une fois, parce que, pour moi, le problème d'un pays, c'est la vacance du pouvoir. C'est ça le problème. Tous les problèmes principaux viennent de là. Je suis gaulliste, encore une fois. C'est la vacance du pouvoir. Donc, moi, je ne serai jamais pour une Kamala Harris qui prenne le pouvoir alors qu'elle n'a aucun charisme, aucune qualité, etc., etc., et d'avoir un pays qui sera livré aux mains des lobbies, dont les lobbies sionistes, et ça sera pire. Donc, au départ, il faut qu'un grand pays comme les États-Unis soit dirigé. Donc, il faut que ça soit dirigé. Et Trump est clairement un homme de caractère qui est capable de diriger. Ensuite, comment est-ce qu'il réglera le problème de Gaza? Bon, moi, je dirais deux choses. La première, c'est que lui et Netanyahou se détestent déjà.
Donc, est-ce que Trump va rester entre les mains de ces lobbies ou est-ce qu'il va s'en écarter? Ça, c'est une chose. Et puis d'autres choses, je pense que si Trump veut rester dans l'histoire, il faut aussi qu'il il peut pas, je vais voir ce qu'il va faire, mais il peut pas aller déverser des millions de dollars et des millions d'armes à l'État d'Israël pour continuer à écraser. Demain, il y aura, là, il y a 170 000 morts. Demain, il y aura 500 000 morts avec le typhus et puis et puis la polio. Et puis après, il y aura 1 million de morts. Et puis quoi? Dans 100 ans, on y est encore. Donc, je redis ce que j'ai déjà dit. Pour moi, Israël a perdu cette guerre. Elle a perdu cette guerre parce qu'elle l'a perdue sur le plan médiatique, sur le plan politique et sur le plan moral. Et même s'ils arrivent à attraper Yahya Sinwar, ils n'attraperont pas les otages parce qu'ils seront tous morts. Et puis demain, ça sera la Cisjordanie, et puis le Hezbollah s'y mettra, et puis l'Iran s'y mettra, et les États-Unis s'y mettront, et la Russie s'y mettront. Il n'est pas idiot, Trump. Il se rend bien compte que c'est sans issue, cette affaire. Quand on n'a pas réussi à attraper les types pendant 9 mois, ça veut dire que tous les jeunes palestiniens, ils ont compris que cet État d'Israël est au bout du rouleau. Voilà. Donc, si on regarde le temps long, la guerre est perdue pour Israël. Je le dis et je l'ai déjà dit, elle est perdue. Donc, il y a un certain nombre d'Israélites, d'ailleurs, et d'Israéliens qui le savent. Les vrais Israélites, ils sont contre ce projet sioniste. Donc, à un moment donné, on reviendra à la solution à 2 États parce que c'est la seule façon de le faire. Et je pense que Trump, là, peut-être qu'on diverge, toi et moi, mais moi, je pense que Trump est capable de tirer les leçons parce que s'il veut pouvoir régler les problèmes de l'Amérique, et Dieu sait s'ils sont importants et qu'il veut le faire, et il faudra une poigne de fer pour nettoyer le lobby militaro-industriel et l'État profond, et ben, à un moment donné, il voudra se débarrasser des problèmes internationaux. Donc, il se débarrassera très vite du problème russe, mais il ne va pas laisser perdurer pendant des mois et des mois et des années le problème palestinien. Je ne le crois pas. Donc, moi, je crois à sa capacité, on verra, hein, mais moi, je crois à sa capacité et je sais que si lui dit à Netanyahou, t'arrêtes, Netanyahou arrêtera, parce que ce qu'on voit en fait aujourd'hui, où on voit que d'un côté, on a l'impression que Biden et Netanyahou sont en gros pas d'accord parce que l'un lui dit arrête et l'autre lui dit attends, je vais le faire quand même, alors qu'on sait qu'ils sont parfaitement de concert et qu'ils théâtralisent une fausse, un faux désaccord. C'est pire que tout, ça. C'est pire que tout. Moi, je préfère à la limite un type qui dise à Netanyahou, bon, ben écoute, je te donne 3 mois, et puis au bout de 3 mois, je te ferme le robinet, puis c'est fini. Au moins, tu as quelqu'un qui dirige, si tu veux. Si on veut sortir de cette situation, il faut un chef à la tête des États-Unis. Il faut un chef. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en France, il n'y en a pas aux États-Unis. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Alors qu'il y en a en Chine, il y en a, quoi qu'on dise de la Chine, il y en a en Chine, il y en a en Russie, il faut des chefs. On ne peut pas faire autrement. On arrive aux Chinois, aux Chinois. Ma dernière question. Après quelques mois de la médiation entre les Saoudiens et les Iraniens, voilà une initiative de médiation entre les mouvements palestiniens dirigés par les Chinois, malgré que j'ai beaucoup de doutes, surtout sur l'implication de l'autorité palestinienne, mouvement Fatah, proche et infiltré par le service de renseignement israélien, infiltré par le lobby de normalisation Mohammed Ben Zayed, Mohammed Ben Dahlan, etc. Et voilà, depuis 2 jours, la Chine vient de recevoir le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui a déclaré que l'Ukraine est prête pour une opération de paix. À quoi joue la Chine? Quels sont les intérêts
de la Chine dans ce dynamique diplomatique un peu difficile, tabou, etc. Je vais te répondre, c'est très simple. La Chine a une idée, c'est de sortir de son rôle de grande puissance régionale pour devenir une grande puissance mondiale concurrente des États-Unis. Elle a cette idée. Et pour ça, elle a un objectif, c'est de peser sur la diplomatie internationale pour pouvoir dire, ben écoutez, il y a une solution au monde a été proposée, c'est pas les États-Unis, c'est nous. Donc, c'est-à-dire, en gros, ça veut dire jeter des cailloux dans le précaré diplomatique américain. C'est ça leur principal objectif. Alors, ils le font, ils l'ont fait à une époque en réconciliant de façon absolument spectaculaire l'Arabie saoudite et l'Iran, il y a 2 ans. Ça reste, ou l'année dernière, je ne me souviens plus, ça reste malgré tout, à mon avis, quelque chose de positif. Alors pourquoi est-ce qu'ils reçoivent pourquoi ils reçoivent Zelensky? C'est pas parce que les Chinois ont changé, c'est parce que c'est Zelensky qui a changé, parce que Trump lui a téléphoné en disant, mon gars, le jour où je suis président, le lendemain, t'as plus un rond. Donc Zelensky, tu as vu qu'il a commencé à dire, ah ben maintenant, il faudrait faire une deuxième conférence en Suisse, on est d'accord pour que les Russes soient là. Alors évidemment, on continue à demander qu'ils se retirent de tous les territoires, y compris la Crimée, mais on veut bien qu'ils viennent. Enfin, il est en train de commencer à prendre la tangente en espérant qu'il ne va pas se faire assassiner par les néo-nazis qui sont autour de lui ou par les services américains qui sont censés le protéger. Donc, il faut qu'il fasse un peu attention à lui, mais c'est Zelensky qui a changé qui a changé de direction ou qui commence. Donc, les Chinois seraient bien bêtes de ne pas profiter de ça, justement, pour essayer de proposer une solution de paix ou de montrer qu'ils ont participé à l'établissement de la paix et de ne pas laisser les Américains tirer les fruits de la négociation sans qu'eux soient partie prenante. Je pense que c'est ça. Et c'est assez logique qu'ils fassent ça. Je ne vois pas en quoi ça serait condamnable. Et en ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est pareil. Ils essayent là, ils n'ont pas énormément de poids dans la balance. Ils sont assez proches des Iraniens, donc par l'Iran, ils essayent d'influencer. Donc voilà, moi je pense que les Chinois, leur objectif, c'est devenir une grande puissance diplomatique. C'est ça qu'ils veulent. Ça me paraît simple. Non, tu ne crois pas? Non, vous êtes libre, peut-être je suis d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord, on reste dans ce dynamique de liberté d'opinion et de pensée. En tout cas, sur le principe, je pense que le fait qu'on n'entende pas qu'une seule voix diplomatique, c'est la voix américaine, en soi déjà, c'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose. C'est de la multiplicité des initiatives dont peut sortir quelque chose de bien. C'est pas parce qu'il y a uniquement la voix américaine qui dit on fait comme ci, on fait comme ça. Est-ce que c'est ce dynamique de restriction menée sous l'égide de Sud Global, d'après vous? Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Alors, le Sud global, je suis en train d'écrire là-dessus aussi. Bien entendu, c'est pas non plus très simple parce qu'on sait que les relations entre la Chine et l'Inde sont pas très simples non plus. L'Inde a passé un accord militaire avec les États-Unis en même temps qu'ils font partie des BRICS. En même temps, ils se sont mis en scène la semaine dernière, je crois, avec les Chinois en disant qu'ils allaient régler leurs différends frontaliers, etc. En même temps, je pense pas que les Chinois vont renoncer au port militaire de Gwadar au Pakistan, ni au port militaire qu'ils ont à leur influence sur la Birmanie, le Myanmar, avec lequel ils ont un accord militaire. Donc avec ça, ça leur permet d'enserrer l'Inde à gauche, à droite et de tous les côtés pour essayer de les contrôler. Donc tout ça, ça va se faire, mais je pense malgré tout qu'ils ont tellement à gagner
Parce que moi, je serais les Américains, j'ai déjà dit ça, si aujourd'hui je mettais de l'argent quelque part, si la CIA devait mettre $1 milliard, ça ne serait pas pour essayer de fâcher la Chine avec Taïwan, parce que je pense que ce n'est pas possible. Parce que je pense que ce sont des Chinois des deux côtés qui font beaucoup de commerce, et quand vous avez des Chinois qui font du commerce les uns avec les autres, fâcher deux Chinois pour qu'ils arrêtent de faire du commerce, tu peux mettre 100 ans et tu n'y arriveras jamais. Parce que c'est pour eux, c'est l'essence même de leur relation. Donc, on voit beaucoup de rodomontades autour de la Chine qui fait voler les avions autour de Taïwan, etc. Mais quand tu discutes avec des gens vraiment compétents et qui connaissent vraiment ça, ils te disent ils veulent sauver la face, mais derrière, ils vont jamais changer leur système. Donc, moi, j'y crois pas. Par contre, là où je crois qu'il y a un vrai point de là, si je devais faire quelque chose pour faire exploser les BRICS, j'essaierai de fâcher les Chinois et les Indiens. C'est là qu'est le vrai point de gravité de la relation. Donc, je pense que les Indiens et les Chinois, s'ils veulent construire quelque chose demain, il ne faut pas simplement qu'ils fassent semblant de s'entendre dans les réunions des BRICS. Il faut vraiment qu'ils résolvent leurs conflits frontaliers. Et le jour où ils ont fait ça, je pense que la porte sera ouverte pour un décollage du Sud. Je pense que c'est ça peut-être un des points les plus sensibles et les plus importants. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les Indiens ne veulent pas faire un accord avec les États-Unis parce qu'ils se disent si demain la Chine et les États-Unis se battent, nous, on veut être protégés, donc on veut équilibrer nos relations. Ça ne me paraît pas obligatoirement. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent dans les mains des États-Unis. D'ailleurs, un pays d'1,4 milliard d'habitants, il se met entre les mains de personne. Ils ne sont pas plus entre les mains des Russes qu'entre les mains des Américains. Mais je crois que cette question des différents frontaliers entre la Chine et l'Inde est peut-être un des points à surveiller les plus importants si on veut savoir où va le monde de demain. Voilà, je dirais ça. Merci infiniment, c'est clair, Voilà. François Martin. Merci infiniment, ça a été un plaisir de recevoir notre cher ami d'analyse politique, géostratège, essayiste, François Martin. À la prochaine rencontre, à la prochaine rendez-vous hebdomadaire, François. Merci infiniment. Avec Merci plaisir, beaucoup. avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.